Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce cadre forestier délicieusement inquiétant. Je vous retrouve ce soir au plein milieu de nulle part, plus précisément dans la chaîne des Puys. Cette fuite de volcans située en plein milieu de la France est aujourd'hui le symbole de la région auvergnate, un lieu de paix, de reconnexion avec la nature et de randonnée pour amateurs ou amoureux inconditionnels de la marche. Par ailleurs, si vous êtes intéressé par la randonnée ou tout simplement sur les raisons de ma présence en ce lieu, je vous invite à vous rendre sur la chaîne de Tell Me a Story. Elle vous fera découvrir son univers, comment nous nous sommes préparés pour venir ici, et vous y découvrirez aussi le visage derrière ce masque. Mais je ne suis pas venu filmer ces sombres régions pour vous parler seulement de randonnée pédestre. Je voulais profiter de cette soirée pour vous raconter une facette ignorée du département du Puy-de-Dôme si cher à mon cœur. C'est pourquoi Estelle et moi allons vous narrer deux légendes qui ont eu lieu dans cette région volcanique où croyances, mythologie et superstitions font partie du quotidien. Le chien noir de Pongibot. Pongibot est une petite commune à une demi-heure de Clermont-Ferrand. Cette dernière ne comporte même pas 1000 âmes en son sein. Pourtant, ce petit village possède dans son histoire une bien étrange légende. Cette histoire prend lieu dans la deuxième moitié du XVe siècle et commence par la mort d'un homme accusé de sorcellerie, celle du père Humbert, charpentier de son état, brûlé vif sous les yeux de son fils. 2 ans après la mort de son père, le fils rencontra par une nuit embrumée un chien noir qui semblait ne faire qu'un avec les ténèbres. Ce dernier prit la parole. N'aie crainte, je suis Alonso, et je protégeais ton père. Va dans le cimetière de Volvic, demain avant le lever du soleil. Tu y trouveras en entrant un tas d'ossements sur ta gauche. Le jeune homme s'exécuta et fit brûler les os, ce qui forma de la cendre mort. Grâce à cette dernière, le fils Humbert provoqua la mort de 2 hommes en leur soufflant cette poudre du diable au visage. Le chien donna au fils un bâton. Quiconque se faisait frapper par ce bâton se retrouvait immédiatement estropié. Voilà comment un fils, endolori par la disparition d'un père, devint un monstre assoiffé de vengeance. Mais tous ces pouvoirs n'étaient pas gratuits. Une autre nuit, le chien emmena le jeune homme dans un lieu appelé la garde. Ici, le garçon fit face à un géant monté sur un âne. Plusieurs hommes, certains que le fils Humbert connaissait, les entouraient. Le géant lui fit donner un grand cierge noir, lui ordonna de l'allumer et de faire le tour de la sombre compagnie. C'était un rituel celtique qui venait de sceller sa dévotion au dieu, plus précisément à celui qui lui faisait face. Le jeune homme fut capturé, torturé et avoua ses fautes. Mais par peur de finir brûlé comme son père, il tenta de se suicider en se fracassant le crâne contre les murs de la cellule. Sans succès. Ce n'est que plusieurs jours plus tard que l'on le retrouva, de la paille enfoncée dans le nez, mort en se vidant de son sang. Cette légende, qu'elle soit réelle ou non, n'a qu'un seul but. Vous prévenir que toute soif de vengeance ne fera que vous vouer à une fin funeste. Surtout si elle inclut un pacte avec un être sombre. La bête des tourbières. Cette histoire pourrait être en quelque sorte la version plus sale et auvergnate de l'histoire de La Belle et la Bête de Disney, le syndrome de Stockholm en moins. Laissez-moi vous expliquer. Cette histoire parle d'Aurore, une jeune femme blonde aux yeux d'azur, plus belle que le matin naissant par-delà les montagnes. La jeune fille avait pour père un baron de la région, qui, suite à la mort de sa femme pendant les jeunes années d'Aurore, délaissa sa fille et s'est laissé envahir par un chagrin inconsolable. L'enfant fut alors élevé par Bertille, sa nourrice, qui lui enseigna la science des simples et du peuple, la médecine des plantes. Mais elle lui apprit aussi la puissante magie que l'on trouve derrière ces dernières. Le sureau, arbre de Juda, n'apporte que le malheur. La verveine provoque une amitié indestructible avec celui à qui tu offres un bouquet. Le noisetier qui protège des malheurs, des démons et même du diable, et bien d'autres choses. Quand Aurore atteignit ses 16 ans, sa nourrice était aux portes de la mort. Sentant la faucheuse se rapprocher à grands pas, Bertie confia à sa jeune protégée un ultime secret. Il existe une potion miraculeuse capable de si bien transformer celui qui la boit que c'est merveille à voir. Sa préparation nécessite 3 jours, de nombreux ingrédients oubliés par la plupart des hommes, mais surtout la drosera, une plante qui ne pousse qu'au milieu des tourbières. Les tourbières sont des zones marécageuses dans lesquelles les mousses mortes se sont accumulées pour former un sol riche. Même si peu profonde, une personne ignorante peut facilement se retrouver piégée dans ces dernières, enlisée et incapable d'en sortir. Aurore prit alors la décision de réussir à préparer cette décoction. Après un voyage qui la fit arriver dans les tourbières brumeuses et des recherches infructueuses de la drosera si convoitée, un bruit la fit sursauter.
Des profondeurs émergea une créature monstrueuse, hideuse et nauséabonde, qui provoqua chez la jeune femme une paralysie que seule la mort pourrait imiter. Le monstre possédait un corps d'âne, des pattes de loup et une queue de dragon. Cependant, la bête ne bougeait pas, elle n'était pas menaçante et son regard avait même quelque chose de douloureux. Elle se mit même à parler. Ne craignez rien, mademoiselle, je ne vous veux aucun mal. Est-ce bien vous qui cherchez la Drosera? Est-ce que vous venez du château des barons pour l'accueillir? Ma laideur est repoussante, mais ne vous fiez pas à mon aspect. Mon corps, voyez-vous, si monstrueux, si horrible à voir, n'est que fausse apparence. Un mauvais sort m'a fait devenir ce que je suis. Mais si vous le voulez, belle Aurore, vous pouvez me sauver. Vous êtes la seule à le pouvoir. Aurore accepta et se laissa guider par la créature qui lui indiqua où trouver la fleur. Folle de joie, la belle dame remercia le monstre et lui promit de tout faire pour le sauver quand elle aurait réussi à fabriquer la potion. La chimère lui répondit avec un air triste qu'elle ne serait plus de ce monde quand la potion serait prête, mais qu'elle était heureuse d'avoir pu l'aider et se sentir humain une dernière fois. La jeune femme, n'étant pas sûre de comprendre ces dernières paroles, se rendit tout de même au château pour préparer la potion. Pendant ces 3 jours, Aurore réalisa que la potion était la seule chose qui pouvait sauver celle qui l'avait aidée. Une fois la mixture achevée, Aurore se rendit aussi vite que possible aux tourbières et y trouva la bête effondrée sur le sol, agonisante. La demoiselle le supplia de boire la potion. Il est trop tard, voyez le soleil qui se couche. Malgré la monstruosité de la créature, Aurore prit sa tête dans ses bras et lui versa le contenu de la fiole dans la bouche. Sitôt la fiole vidée, la bête se transforma en jeune homme si beau et de si bonne tenue, si bien vêtu et de mine si avenante que la jeune fille sentit son cœur palpiter. Un coup de foudre revenait de s'abattre sur son âme. Le jeune homme lui expliqua qu'une mauvaise fée était à l'origine de son mal et que seule la fille d'un seigneur qui réussirait à préparer le remède et à passer outre son hideuse apparence pouvait le sauver. Vous êtes venue, Aurore, et vous n'avez pas craint de soulever ma tête dans vos mains pour m'abreuver du liquide magique. Soyez-en 1000 fois remerciés. Mon âme et mon cœur vous sont à jamais dévoués. M'aimerez-vous en retour comme je vous aime depuis que je vous ai vu? La réponse fut celle qui l'attendait. Je vous aime déjà. À travers les légendes de ce style, on se rend compte qu'elles sont très souvent le porte-parole de valeurs morales que l'on essaye de transmettre de génération en génération. Ici, l'idée est on ne peut plus simple. Il ne faut jamais se fier aux apparences.